Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous continuons la tradition, récente certes, mais tradition tout de même, des leçons estivales. Je vous partage les réflexions qui m'ont été proposées, qui me sont venues à l'esprit pendant la pause estivale. Cette année, la pause estivale, c'était un voyage en famille au Japon. Japon, pays lointain, c'est long, c'est loin, avec tout un tas de traits culturels tout à fait différents, et donc je me proposais de vous partager 5 réflexions qui me viennent de cette expérience japonaise. La première, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on arrive au Japon, marcher à gauche. Alors on avait fait nos devoirs, j'avais fait mes devoirs, j'avais lu, j'avais posé des questions, je m'étais documenté, et effectivement, que ça soit escalator, que ça soit dans la rue, sur la route, on circule à gauche. À Tokyo, comme on dit, on marche à gauche. Sauf quand on marche à droite, ou au centre. Ça m'a frappé. Il n'y a pas de panneaux sur les routes. Alors il y en a de temps en temps dans les métros, vous avez de temps en temps au sol des marquages avec plutôt à droite, plutôt à gauche. J'ai remarqué que quand il s'agit d'escalier, on monte plutôt à droite, mais bon. Pas de consignes affichées dans la rue, et pourtant le flux piéton se recompose en permanence sans jamais bloquer. C'est comme comment on appelle ça ? Ces foules de poissons, vous savez, quand elles bougent, qui, hop, se séparent, se recomposent. J'ai cherché la clé pendant 2 semaines, j'ai pas trouvé. Je sais absolument pas comment les gens savent quand est-ce qu'il faut marcher à gauche, quand est-ce qu'il faut marcher à droite, est-ce que c'est une question de taille de groupe, est-ce que c'est une question de taille de rue, est-ce que c'est... Alors c'est noté au sol. Au sol, vous avez une ligne jaune qui permet, entre parenthèses aussi, aux personnes malvoyantes avec leur canne de suivre, je dirais, comme un rail, ces 3-4 lignes qui sont au centre, qui sont marquées en jaune. Mais voilà, il n'y a pas de règle complètement écrite, et donc on marche à gauche à Tokyo, sauf quand on ne marche pas à gauche. Alors j'ai fait quelques petites recherches, et Erving Goffman a consacré un chapitre dans Relations in Public à ce phénomène sous le nom d'unité véhiculaire. Sa description, c'est une idée. En fait, chaque piéton, c'est comme si chaque piéton pilotait une coque, un bateau, un navire, son propre corps en l'occurrence, et produit en continu des micro-ajustements de vitesse, d'angle, de regard qui évitent la collision. Alors, isolément, si vous regardez les gens de manière isolée, vous avez l'impression qu'ils font rien en fait, ils marchent. En fait, vous faites zoom arrière et voyez cette foule qui, comme un grand mouvement harmonieux, se compose, se décompose, se recompose, etc. À l'échelle d'une rue entière, ça fabrique un ordre stable qui n'a jamais été décrété. On pourrait parler d'auto-organisation. Alors, ce qui nous concerne, nous, ici, à Leadershift, c'est que ce qui peut mériter notre attention, c'est la robustesse du dispositif. Il est absolument bulletproof, foolproof, idiot-proof, tourist-proof. Je veux dire, ça marche absolument partout. Il y a plusieurs fois des touristes qui ne savent pas forcément comment se comporter, qui s'arrêtent en plein milieu du dispositif, dans le métro, souvent dans les gares, et hop, ça contourne, ça machin, et il n'y a pas de je souffle, il n'y a pas de remarque, il n'y a rien du tout. Tac, ça s'ajuste et ça fonctionne. Et c'est absolument incroyable. Ça s'ajuste beaucoup plus vite que n'importe quelle procédure. Et puis, alors, ça tolère les exceptions sans être en échec. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des organisations disposent de l'équivalent. Les façons de faire, pas écrites, mais qui absorbent l'imprévu. Bien mieux que le manuel qualité, par exemple. Alors, on les découvre le jour où quelqu'un décide de formaliser ça, et comme par hasard, quand on formalise, ça bloque. C'est le pouvoir de la culture organisationnelle, qui est largement supérieur à celui de ces processus ou de l'organigramme d'une entreprise. Imaginez confier à l'équipe des méthodes de la ville de Tokyo la régulation des flux piétons dans la ville. Vous auriez un manuel qui fait 50 pages. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez là une idée directrice, on pourrait dire un principe,
et finalement pas beaucoup de marche à suivre, pas beaucoup de procédures. Et je pense que le principe, c'est de ne pas déranger. Beaucoup d'autres choses dont je vous parlerai si vous êtes intéressé. Invitez-moi à prendre un café et je vous parlerai du reste de mes expériences au Japon. Mais le fait de ne pas déranger autrui peut être un principe directeur. Et comme c'est un principe, il est applicable et modulable. Alors que si je vous disais il faut systématiquement marcher à gauche, eh bien ça se bloquerait très rapidement. Donc ça c'était la premier point de réflexion, marcher à gauche ou pas. Le deuxième, alors j'ai fait j'ai fait 2,5 passages aux urgences pour un problème ophtalmique dans un pays dont je parle pas la langue. Alors je parle pour dire bonjour, merci, c'était très bon et le prochain train pour Tokyo, ça s'arrête là. Alors prise en charge immédiate, énorme professionnalisme, patience infinie du personnel et Google Translate. Pourquoi je vous en parle ? Parce que en plein milieu des vacances, un passage aux urgences, ça génère de l'insécurité, ça génère du stress, ça génère de l'incertitude sur la suite. Est-ce qu'il faut rentrer en Suisse ou pas ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens qui doivent attendre. Alors moi j'attends aux urgences, mais ma famille elle fait quoi pendant ce temps ? Lazarus et Folkman, dans leur théorie de l'évaluation cognitive du stress, ça veut dire dans la manière dont nous percevons notre propre stress, décrivent 2 évaluations qui sont simultanées. C'est comme si on avait 2 outils qui mesurent en même temps ce stress et la situation de stress. Ça mesure la nature de l'événement et les ressources à disposition. C'est une catégorisation assez simple finalement. C'est qu'est-ce qui se passe et comment je peux faire. L'évaluation primaire, elle qualifie l'événement. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est une opportunité ? Etc. Et la deuxième l'évaluation secondaire, elle porte sur les ressources mobilisables. Qu'est-ce que je peux faire ? Avec quoi de quoi je dispose ici et maintenant ? Évidemment, les deux se déterminent mutuellement. C'est-à-dire qu'à partir de la situation, on va chercher des moyens, et à partir des moyens qu'on a, on va pouvoir traiter la situation. Ce qui est intéressant, c'est que la qualité des ressources perçues fait basculer la lecture de la situation elle-même. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Un événement, situation de stress liée aux urgences, provoque des conséquences, un programme de voyage, de vacances à refaire. Et en fait, plutôt que de voir ça comme une menace, comme quelque chose qui allait mettre en danger les relations familiales, le voyage, le plaisir que tout le monde avait, s'est transformé en un changement de rythme dans lequel on a décidé que finalement les 2 enfants, adultes certes, pouvaient peut-être rester dans une région pendant 3 jours et que nous, avec mon épouse, nous irions dans une autre région pendant 3 jours, plus près des centres hospitaliers en particulier. Qu'est-ce qui a fait que finalement l'évaluation primaire est passée de menace à opportunité? Eh bien, c'est la qualité des ressources à disposition. Et donc, la leçon managériale est assez directe. La lecture qu'une équipe fait d'un incident dépend moins de la gravité objective de l'incident que des ressources qu'elle peut mobiliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'une dirigeante ou un dirigeant va rarement agir sur l'événement lui-même, évidemment. Par contre, la dirigeante va agir en permanence sur la deuxième évaluation. Quels sont les moyens que je donne aux équipes sans validation de ma part ? C'est ce qu'on appelle l'autonomie, bêtement. Et ce qui a permis cette autonomie dans notre histoire familiale, c'est les excellentes relations que nous avons entre nous 4, parce que nous sommes passés au travers d'expériences, de vie, etc. Conscientisés, j'amène aussi de temps en temps quelques aspects professionnels dans ma vie familiale. Et donc c'est cette solidarité immédiate qui, par exemple, a permis de rediriger mon attention du problème en lui-même. Je savais qu'il n'était pas fâché, je savais qu'il se débrouillerait pour passer le temps en attendant, et comme je savais que ces choses-là étaient vraies, alors mon incertitude liée à ça, c'est-à-dire que la capacité mentale liée à cette incertitude a pu être redirigée vers « Ok, qu'est-ce qu'on a comme solution maintenant que cette réalité est telle qu'elle est ?» Donc, qualité des relations évidemment, mais aussi autonomie donnée en termes de pouvoir de décision, en particulier aux équipes. Troisième
Observation, troisième expérience de vacances, le nord qui se vide. Nous sommes allés au nord, nous voulions voir le nord, faire des randonnées, ce que nous n'avons pas pu faire, voir point précédent. Mais dans le nord du Japon, il y a des régions rurales visiblement vidées de leur population, ce qu'on voit très très rapidement quand on quitte les centres autoroutiers. On est parti dans la montagne, en direction du lac Towada, et immédiatement, maisons vides, commerces laissés à l'abandon. Et évidemment, on se documente un peu, on demande à Chat ce qu'il en pense, et il confirme que les jeunes continuent de converger vers les grands centres, Tokyo en particulier, mais pas que, et qu'il y a des régions, surtout au nord, qui sont complètement abandonnées. Alors le phénomène est documenté depuis les années 60, je me suis renseigné depuis. L'exode rural japonais combine une natalité en baisse, ce qu'on savait, et le départ des jeunes générations vers les pôles urbains, puisque les boulots... Mon fils aîné m'a dit, mon papa, on dirait la Calabre, mais en plus vert. Ah oui, parce que le Japon, c'est vert. C'est très, très vert. Et c'est vrai que, pour ceux qui sont allés en Calabre en visitant un peu autre chose que les stations balnéaires, vous verrez la même chose. Des villages abandonnés, des maisons abandonnées, des fruits qui pourrissent sur les arbres. Et en 2014, le gouvernement a lancé une politique nationale de revitalisation régionale, le Chiho Sosei. Mais parce qu'en fait, il faut quelque chose de volontariste, parce que le mécanisme s'auto-entretient, évidemment. Moins d'habitants signifie moins de commerce, moins de transport public, moins d'écoles, moins d'habitants, ce qui accélère le départ de ceux qui voulaient rester. Et donc, la spirale s'alimente. Ce qui est très intéressant ici, et la réflexion que j'en tire, c'est qu'il n'y a pas eu de décision évidente qui se déclenche de ce déclin. Par contre, le vide devient visible pour un visiteur de passage, et c'est devenu visible très très longtemps après être devenu irréversible pour ceux qui vivent. Ce qui est intéressant, c'est que les organisations connaissent la même mécanique dans leur périphérie, par exemple, avec un site éloigné, un petit site de production qui n'est pas très important, une fonction support qui n'est pas très importante, dont on pense qu'elle n'est pas importante. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment où le problème devient lisible se situe très très loin après le moment où il aurait été traitable. Et donc il y a cette dynamique de prendre soin d'eux, même si ce n'est pas nécessairement utile. Ça a un lien aussi avec la fragilité ou l'antifragilité, on en a parlé d'ailleurs une fois déjà dans Leadership. C'est aussi une question alors de politique publique, là pour le Japon, pour un pays, mais pour une entreprise, c'est j'aurais peut-être besoin de quelqu'un au département export, ils sont que 2, ils sont pas importants, parce qu'aujourd'hui l'export c'est 3% de mon marché, mais dans 2 ans c'est eux qui vont assurer la survie de la boîte, parce qu'on n'en sait rien, potentiellement. Et donc, c'est cette décision de s'occuper de tous et de toutes, indépendamment de leurs valeurs économiques actuelles. Alors, ce qui est évidemment contraire à tous les principes économiques potentiels, mais je trouvais intéressant cette réflexion du soin, finalement, des régions périphériques qui se retranscrit en soin des personnes ou des départements périphériques. Troisième réflexion, j'ai tout organisé seul, jusqu'avant le départ, et ça m'est devenu franchement insupportable. Entre la logistique, l'avion, les voyages, l'itinéraire, les visites, les réservations, les arbitrages, ce qu'on fait pas. J'avais décidé tout seul de prendre ça en charge, et donc avant le départ, j'ai décidé de déléguer. Alors on a parlé longtemps de la délégation ici dans ce podcast. J'ai pris ma famille, je leur ai dit écoutez, c'est trop lourd pour moi, il y a trop de choses, j'ai pas envie de faire ça tout seul, donc j'ai un peu distribué les tâches en fonction des compétences perçues, j'ai demandé aux personnes, j'ai appliqué mon principe 5D de délégation, et ça a relativement très 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 bien marché. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parle, c'est pas cette configuration se reproduit chez la plupart des dirigeants que j'accompagne. Dans une organisation, le goulot d'étranglement est rarement visible depuis l'intérieur. Alors moi je l'ai vu parce que j'ai peut-être l'habitude, mais celui qui occupe le poste de dirigeant interprète la surcharge comme une question de volume de travail et cherche juste à travailler plus vite. Il se dit « Ah, il y a plus de boulot ». Ce qui est intéressant, c'est que le volume en lui-même n'est presque jamais le problème, parce que son analyse révèle souvent des dysfonctionnements organisationnels importants. Et que comme un boss ou une dirigeante ou une patronne, ça bosse beaucoup, eh bien en fait ils absorbent. Alors qu'en fait il y a potentiellement un problème d'organisation, de délégation, de gouvernance dans l'entreprise ou dans l'organisation. Dernière observation, la politesse.
le Japon, les Japonais, les Japonaises, sont excessivement polis. Je vais vous raconter une anecdote. On arrive à Tokyo pour prendre le Shinkansen, et vous arrivez, alors déjà, c'est marqué au sol où est-ce que vous devez être, en fonction du train que vous prenez. C'est super énorme. Franchement, se perdre en transport public au Japon, c'est quasi impossible. Donc on se met en place et tout, et le train arrive, les gens sortent, l'équipe de nettoyage rentre, mais rentre, quand je dis qu'ils rentrent, il y a un chef, il y a des gens alignés, ça rentre, on voit tout de suite les gens qui dispatchent, tac, 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 il y en a 2 qui font ci, 2 qui font ça, c'est millimétré. Donc très impressionnant. 10 minutes plus tard, ou 5 minutes plus tard, ils ressortent, ils s'alignent devant le train, et nous on était juste là par hasard. Ils font la révérence, c'est-à-dire qu'ils se courbent, je dirais en tout cas 45 degrés, et ils partent. Et on était complètement abasourdis par ce truc-là, quoi. Et donc ça m'a fait penser à ces idées de politesse, les gens dans la rue qui alors c'est souvent, on ne parle pas. On ne parle pas, par contre on fait le signe de la tête, on baisse la tête pour montrer qu'on demande ou qu'on s'excuse, etc. On peut dire sumimasen, évidemment, hein, je m'excuse, ou excusez-moi, mais la plupart du temps c'est silencieux. Alors pourquoi c'est silencieux, je ne sais pas. Est-ce que les Japonais se disent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle japonais, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que la politesse japonaise n'attend pas de connaître l'autre pour décider comment se comporter avec lui. C'est-à-dire que le comportement de base est le même. Alors le même Goffman qu'on a eu au début, dans un autre livre qu'il a écrit, qui s'appelle Interaction Ritual, décrit la politesse comme une façade partagée, un répertoire de gestes standardisés que chacun déploie et reconnaît instantanément. C'est-à-dire que quand quelqu'un met la main verticale devant lui, un coude plié à 90 degrés, et baisse la tête, c'est qu'il veut passer. Il n'a pas besoin de nous dire pourquoi, il n'a pas besoin de nous dire comment, et c'est un geste qu'on reconnaît instantanément. Et donc qui me protège, moi, avant toute relation personnelle plus profonde. J'ai besoin de savoir qui c'est. Ce qui est intéressant dans ce geste, dans ces gestes standardisés, c'est que c'est en même temps une ouverture et une protection. Je m'ouvre à l'autre parce que je vais entrer en interaction avec l'autre. Par contre, je me protège parce que c'est un ensemble de codes standardisés qui me permettent d'interagir sans avoir forcément à faire un team building pendant 4 heures. Ce qui est intéressant, c'est que nous traitons souvent la politesse comme une course superficielle qui retarderait la vraie rencontre. L'observation japonaise inverse la séquence. La forme précède la relation et en constitue la condition d'entrée. Pas de relation sans politesse au Japon. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle abaisse le coût cognitif du premier contact, puisque le premier contact sera régulé par ces mécanismes de politesse, alors ça en abaisse le coût cognitif. Ça me déstresse parce que je sais quoi faire. Exactement comme les ajustements tacites de la rue abaissent celui du premier croisement. Premier croisement, hop, on se laisse aller, tac, chacun a les gestes, chacun a les codes, et tout se passe bien. Et dans une organisation, c'est ce qu'on appelle les rituels. Cette politesse, hein, un ordre du jour, une manière de se saluer en réunion, une convention sur qui parle en premier, sur qui fait quoi, etc. Ces formes ont mauvaise presse chez les dirigeants qui sont attachés à l'informalité, mais pourtant, elles font le même travail que la politesse dans une rue de Sendai. Permettre à des gens qui ne se connaissent pas franchement encore de collaborer immédiatement pour finir par mieux se connaître, évidemment. Voilà mes 5 observations, mes 5 leçons estivales, hein, marcher à gauche ou pas, comment ça marche. Les urgences, la double évaluation d'une situation de stress, le nord qui se vide, l'attention au non économiquement pertinent, la pression avant le départ, la délégation, et puis la politesse comme prérequis à une belle relation de travail. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.